laisserai nos intervenants se présenter eux-mêmes. En attendant, je voudrais simplement vous dire que les recherches menées sur les liens unissant santé et exercice physique de la vie quotidienne montrent que la pratique régulière d'une activité physique ou sportive, même modérée, influe sur l'état de santé des individus à tous les âges de la vie. Diminuant le risque de mortalité, elle permet également d'assurer une croissance harmonieuse chez l'enfant et l'adolescent et de maintenir l'autonomie des personnes âgées. Elle participe également à la prévention de certaines pathologies chroniques, cancers, maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Au traitement de certaines autres, obésité et diabète de type 2, maladies neurologiques, rhumatismales et dégénératives, entre autres. Il est associé à une amélioration de la santé mentale, anxiété, dépression. Pour la majorité des personnes, manger mieux est plus important que bouger plus. Cette table ronde a pour but de sensibiliser les adhérents ici présents en leur apportant une information précise, actuellement défaillante, dans le champ de l'activité physique, en leur démontrant que celle-ci a un rôle pour le moins aussi important que la nutrition pour rester en forme et, dans certains cas, éviter la prise de médicaments. Je laisse la parole à nos intervenants. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Jacques Drossin, je suis journaliste et j'anime ce petit débat depuis maintenant 8 ans sur des thèmes qui sont un peu différents. Là, on a un thème qui paraît effectivement plus consensuel qu'un débat sur les médicaments génériques, par exemple, mais on verra qu'il y a peut-être un certain nombre de points sur l'activité physique qui ne sont pas si consensuels que ça. En tout cas, ce qu'on va essayer de faire ce matin, pour ce qui nous reste de temps de débat, c'est à peu près 1 heure, c'est de balayer un petit peu tout ce qu'il est possible d'attendre de l'activité physique et tout ce qu'elle peut, comme tu l'as dit, apporter dans la vie quotidienne. Alors, on a différents intervenants, comme vous le voyez. Il nous en manque un qui est le docteur Dibi, qui est un tout petit peu en retard, mais qui va nous rejoindre. Mais on a un médecin de garde, quand même, qui est le docteur Bouillet. Donc ne vous inquiétez pas, on pourra quand même démarrer ce débat. Avec, je vais vous présenter rapidement les intervenants, ils le feront peut-être seuls tout à l'heure. Annick Levert, qui est juste à côté de moi, qui est la seule femme, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle est ma sœur qui est hésithérapeute, vous m'arrêtez si je me trompe. Vous êtes conseillère en technique corporelle chinoise traditionnelle et notamment de Qigong. J'ai bien prononcé. Vous expliquerez tout ça parce que ça, effectivement, ça paraît un petit peu ésotérique comme ça, mais vous verrez que c'est quelque chose de très pratique et qu'on comprend très facilement. Juste à côté de moi, donc, le docteur Thierry Bouillet, qui est cancérologue des hôpitaux, qui est cofondateur et président de la Fédération Camille Sport et Cancer. Vous expliquerez ce qu'est cette fédération. Et évidemment, vous nous parlerez de l'activité physique en matière de cancérologie. Vous nous direz en quoi ça consiste. Et vous nous préciserez aussi, je pense, qu'il ne s'agit pas là de parler de prévention, mais qu'il s'agit de parler d'activité physique dans le cadre du traitement déjà d'un cancer. Arnaud Nicolas, qui est à l'extrême droite, mais n'y voyez pas une allusion du tout. Ce débat n'étant pas organisé par Pygmalion aux dernières nouvelles. Tout ça va se passer. Personne ne démissionnera aujourd'hui, je crois. En tout cas, c'est pas prévu. Vous êtes titulaire d'un master d'activité physique adaptée, responsable d'ingénierie et développement pour la société IMAPS, et notamment du portail Oxygène que certain nombre d'entre vous, pas assez, paraît-il, connaissent et utilisent pour avoir une démonstration un petit peu de ce qu'est l'activité physique gérée au quotidien et dans des perspectives surtout de continuation. Je crois que le docteur Dibi va nous rattraper presque en cours de route. Lui, il est cardiologue à l'IMM, il est directeur de l'école européenne de cardiologie, et je crois qu'il connaît bien l'ensemble des intervenants de cette table, sauf vous, je crois, Madame Levert, et il apprendra à vous connaître. Et donc, notre deuxième médecin
qui sera le premier à parler. C'est le docteur Diby, qui arrive directement de l'Institut Montsouris. Et donc, moi, je suis en train de travailler, je suis en retard. Voilà. Mais comme vous étiez le seul à travailler, on vous excuse. Non, pas du tout. Non, c'est vrai, j'étais en salle. Pas du tout, il n'y a pas de souci. Donc on a fait un préambule pas trop long, j'espère, mais on voulait commencer par vous, si vous en êtes d'accord et si vous n'êtes pas trop essoufflé, après avoir fait un petit peu de course à pied pour démontrer que l'activité physique était bénéfique, et que vous nous parliez un petit peu, ou même beaucoup, de l'activité physique dans le domaine de la cardiologie, d'une façon générale, puis aussi votre expérience spécifique à l'IMM. Bonjour à tous, merci beaucoup et je vous prie de m'excuser d'être un tout petit peu en retard. Je crois que le but, c'est plutôt d'apporter des informations que finalement vous connaissez parce qu'elles sont tout à fait ouvertes au grand public concernant l'intérêt de l'activité physique pour nous tous. Je dis bien pour nous tous. Alors pour les gens qui sont déjà des patients de cardiologie, finalement la conduite sera la même, pratiquement à des degrés différents. Et je crois que le message que veut nous faire passer ici, probablement l'action de la LGFI et donc la conférence d'aujourd'hui qui va être menée ici par Jacques Drossin, c'est de bien passer le message de finalement l'activité physique, que ce soit avant d'avoir été entre guillemets patient de cardiologie ou surtout pour des gens qui ne sont pas du tout atteints de maladie cardiaque, c'est le bon sens, tout simplement. Je crois que c'est vrai pour tous, parce que ce qui compte, c'est pour pouvoir avoir d'activité physique, c'est qu'il faut avoir une force musculaire, il faut garder son activité musculaire. La base de l'activité physique, c'est d'avoir la capacité de le faire, ou de la faire, de la pratiquer. Donc le seul vrai message, c'est que soyez en bonne santé, et pour être en bonne santé, il faut bouger. Bon, c'est tous les messages que vous voyez dans la presse, mais qui sont maintenant de plus en plus relayés, je dis bien par les médias, par vos médecins, par vous tous, par l'information que vous prenez sur les sites internet et autres. Alors, après, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'activité physique? Ça veut dire mener sa vie pour qu'on soit tous les jours bien, y compris quand on est âgé. Parce que la dégradation finalement de la vie, finalement, c'est le manque de force musculaire qui peut arriver avec l'isolement, les maladies, l'absence d'alimentation normale, les gens qui ont une maladie d'Alzheimer ou autre. Et je pense que notre collègue cancérologue aura un message un peu dans ce sens-là. Je pense que c'est pour vivre correctement, il faut se protéger. Il faut se protéger physiquement. Donc le seul message réel, c'est protégez-vous. Ayez une activité physique régulière. Quand on dit régulière, c'est marcher tout simplement, 30 minutes par jour, quand vous pouvez. C'est ne pas justement déroger toutes les mauvaises raisons de ne pas le faire. Et ça, c'est vrai pour toutes les populations. Alors, c'est vrai pour ce jeune homme qui est devant nous, c'est vrai pour peut-être son patient, son ami derrière lui qui est plus âgé. Et je pense que la première chose, c'est l'activité physique adaptée à sa capacité. On ne va jamais nous demander de recommencer à faire du marathon quand on a 65 ans. Par contre, il y a une étude récente américaine qui a montré qu'au-delà de 65 ans, même si les gens n'étaient pas sportifs, il y a une véritable valeur ajoutée en termes de pronostic de vie pour les gens qui reprennent une activité physique régulière, alors comparé à ceux qui ne veulent pas le faire. Le deuxième point essentiel aussi, c'est avoir la force musculaire, mais c'est aussi ne pas prendre trop de poids, parce que la prise de poids est un facteur, si vous voulez, négatif de longévité. Alors, il ne faut pas être maigre, mais il faut garder une certaine à son poids sans commencer à dire, ben voilà, comme j'ai arrêté de fumer, j'ai pris du poids, donc j'en fais moins, donc je fais moins d'activité physique. Bon, ça, c'est pas bon. En fait, il faut garder une courbe de poids stable, avoir une hygiène de vie qui permet justement d'avoir une courbe de poids stable, et pour ça, c'est une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un contrôle de la tension artérielle, ça c'est très important, donc c'est quand même pas vraiment de la pathologie, mais ça en fait partie. Et tous ces facteurs-là de règles hygiéno-diététiques montrent que manifestement la longévité est liée aussi à l'activité physique et finalement aux règles de bonne hygiène de vie. Alors après, il y a tous les paramètres qui permettent de le calculer. Il y a des paramètres que les docteurs sont capables de calculer. Est-ce qu'on a une force quand on fait un test d'effort qui est correct? Donc on peut se faire évaluer, ça c'est possible aussi. Alors j'ai pas dit qu'il faut faire tous des tests d'effort, il n'empêche que les médecins du sport, les médecins praticiens, les cardiologues, ils savent évaluer votre réserve métabolique en faisant une épreuve de capacité physique.
Ça résonne un peu peut-être, non, dans le micro? Oui, comme ça on vous entend. Voilà. Très bien. Excusez-moi, je vous interromps, mais ça Mais au ça contraire, m'arrivera parce de que temps en temps. ça serait mieux que de faire un monologue sur la pathologie. Quoi. Ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas faire. Oui, j'espère. Simplement, sur cette activité physique, vous dites il faut pouvoir l'évaluer. C'est-à-dire que quand on donne des normes, 30 minutes par jour de marche, faire du jardinage, je sais pas quoi, cette quantification d'activité physique, est-ce qu'elle n'est pas gênante? D'abord parce qu'elle n'est probablement pas vraie à tous les âges. 30 minutes d'activité physique à 15 ans, ça va être nettement insuffisant, je suppose. Oui, bien sûr. À 75 ans, c'est pas mal. Et puis, en fonction de son état physique, en dehors de l'entretien qu'on peut avoir, il y a probablement des évaluations de capacité physique qu'il faut faire et qu'aucun d'entre nous, quand on n'est pas médecin, est capable de faire. Alors, c'est une bonne traduction de ce que je voulais vous dire, c'est que si on veut la faire évaluer, on fait un peu faire un test d'effort qui permet de calculer ce qu'on appelle c'est métabolique évaluation équivalent en consommation d'oxygène pour les muscles. Si on fait un test d'effort et qu'on a, entre guillemets, des MET inférieurs à 5, en général, on a une espérance de vie qui n'est pas bonne, donc qui est moins bonne que quelqu'un qui a cette valeur numérique MET qui est supérieure à 5, et on voit qu'à ce moment-là, le pronostic d'espérance de vie est nettement supérieur. C'est-à-dire que vous avez des capacités physiques pour extraire l'oxygène qui sont meilleures. Ça, c'est un moyen de mesurer. Faire un test d'effort ou faire un petit test d'effort, c'est tout à fait réalisable. C'est pour ça que je vous ai parlé de la force musculaire. La force musculaire, c'est le résultat justement de l'entraînement physique, tout simplement. Et pour récupérer, pour avoir une valeur de ce qu'on appelle les MET, on peut les faire évaluer par un test d'effort. Alors, il ne faut pas que tout le monde ici fasse un test d'effort la semaine prochaine, mais vous aurez tous probablement cette valeur métabolique qui est supérieure à 5. Et chez les grands sportifs, en général, ils ont un mode d'extraction de l'oxygène du sang qui est tel qu'ils ont une puissance métabolique énorme. Donc finalement, qu'est-ce que c'est l'entraînement physique? C'est l'entretien de la masse musculaire qui sait extraire l'oxygène de votre sang. Voilà. C'est ça à quoi ça sert. C'est essentiellement, c'est la même chose pour le cœur. Le cœur, c'est un muscle. Lorsqu'il est malade, fatigué, il n'a pas les capacités pour extraire l'oxygène. Donc finalement, que ce soit les muscles de vos jambes, les muscles du dos, qu'on peut entretenir par tous les sports qu'on voudra en fonction de nos capacités, on peut l'évaluer et la mesurer. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur? Complètement. C'est-à-dire que ces discussions, ce n'est pas des discussions en l'air, c'est des discussions qui sont évaluées numériquement. Et on sait très bien que l'activité physique, même quand on la reprend un peu tardivement, elle est forcément plus bénéfique que si on ne la reprend jamais. Voilà. Ça, c'est très important. Est-ce que la régularité a une telle importance qu'on prétend? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut vraiment tous les jours faire ces 30 minutes, ou en tout cas un peu d'activité physique, ou est-ce qu'il suffit, comme pour la nutrition, où on ne regarde pas chaque jour ce qu'on mange, mais qu'on va comparer sur une semaine, voire 15 jours ou un mois, son mode d'alimentation? Est-ce que là, son mode d'activité physique, on peut le moduler sur la durée? Moi, je pense que votre question est très pertinente pour une simple raison, c'est que c'est plutôt sur la durée que sur l'obsession. Parce que les obsessionnels du sport, c'est des gens qui sont pratiquement pathologiques. Ouais. Vous ne pouvez pas les voir, ils vous parlent que de ça. Vous leur dites un truc, ils vous répondent tout de suite autre chose. Nous, en pathologie cardiaque, on voit bien des gens qui ont malheureusement quelquefois des maladies cardiaques, mais qui sont des grands sportifs, qui font 5000, 6000 km de vélo. Ils vous leur découvrent une pathologie parce qu'ils ont des coronaires abîmés pour une autre raison. Quelquefois, c'est génétique, hein, simplement. Vous leur parlez de leur pathologie, ils n'écoutent pas. Ce qui compte, c'est « Oui, mais vous, docteur, quand est-ce que je peux reprendre mes 5000 km de vélo ?» Donc, il ne faut pas confondre l'obsession sportive et l'activité physique saine. Parce qu'on peut être sportif, d'ailleurs, il y a des capacités génétiques de gens qui sont meilleurs pour le sport que d'autres, ça c'est connu. Mais tout le monde ne peut pas être un champion, mais tout le monde peut avoir de l'activité physique. Donc pour répondre à la question de notre modérateur, c'est clair que je pense que si des jours on n'en fait pas, c'est pas très grave. C'est comme l'alimentation. Les gens ont dit, vous prenez un traitement anticoagulant, il ne faut pas manger de choux, il ne faut pas manger de tomates, il ne faut pas manger de haricots. Et il faut faire un contrôle de prise de sang tout le temps. Ça ne sert à rien, c'est pas vrai. La vie c'est comme ça, c'est jamais clair, c'est jamais linéaire. Donc il faut maintenir un mode de vie alimentaire simple, normal. Mais si vous êtes invité chez des amis, vous allez manger ce qu'il y a, et on ne va pas dire « Ah non, je ne peux pas manger de tomates, je ne peux pas manger de haricots verts, je ne peux pas manger ceci parce que je vais faire mon contrôle de prise de sang, du contrôle de l'entraînement. » Voilà, il ne faut pas confondre l'obsession thérapeutique et la réalité de la vie.
Parce que ce que vous allez faire aujourd'hui, quand vous serez parti, vous ne penserez plus à nous, on dira quand même l'activité physique, ça a l'air d'être important. Oui, c'est capital, c'est important. Et en France, finalement, c'est une population qui est assez bien parce qu'il y a peu d'obèses, tout simplement parce que leur mode de vie, leur mode d'alimentation, il est régulier, il est réparti dans la journée. On ne donne pas tout le temps, on essaye de ne pas donner aux enfants une alimentation continue dans la journée, ce qui est très très mauvais pour la prise de poids, l'alimentation, les règles de vie, c'est tout bête. Hein. Mais en France, c'est encore quand même, on le voit bien dans la population générale. Si vous arrivez aux États-Unis, vous êtes tout de suite choqué par le nombre d'obèses. Mais parce qu'ils ont un mode d'alimentation qui n'est pas adapté en fait. En plus, il y a des facteurs génétiques. Nous, on a une population qui a un taux de maladie cardiovasculaire par rapport à l'Europe qui est faible. Alors on dit, ah ben oui, il y a beaucoup d'infarctus, il y a beaucoup de maladies cardiaques. Et ben, si vous prenez l'Europe, vous partez du nord-est jusqu'à la Russie, vous partez mettons, de la Russie, vous descendez jusqu'au fin fond, même dans le sud d'Espagne, le Portugal et le sud de l'ouest de la France, le gradient de maladie cardiovasculaire est beaucoup plus faible. Tout simplement parce que le mode de vie, l'alimentation, le fait de manger moins de graisse saturée, font qu'il y a moins de maladies cardiaques. Donc la France est un pays assez protégé. Alors, vous me direz, je confonds deux choses, mais je ne confonds pas deux choses. Je dis que nous, notre population, elle a un mode de vie, une alimentation, des règles d'hygiène qui sont assez simples, qu'il faut continuer à respecter. Voilà. Alors ça, c'est pour mon point de vue. Mais si vous voulez, peut-être qu'on peut quelquefois avoir un autre... Mais ne vous inquiétez pas. Oui. J'y veille, Avant que je me casse Parce la que figure. je pense que là, on parle de gens, je dirais presque non patients, non malades. Voilà. Mais en réalité, c'était tout à fait la transition. Je vous remercie de la faire. Ça m'évite des efforts. Mais c'est tout à fait ça, parce que là, vous avez parlé d'activité physique pour des personnes en bonne santé, ou en tout cas en santé normale, et pour les aspects cardiovasculaires principalement. Alors il y a effectivement, un autre aspect d'activité physique en cancérologie, qui probablement est assez différente à la fois dans l'acception et peut-être aussi dans la pratique. Alors ça, c'est le docteur Bouillet qui va nous en parler. Mais expliquez-nous d'abord, s'il vous plaît, ce qu'est votre fédération. Alors, Justement, voilà. Écoutez, merci à vous. En fait, on est complètement congruent dans les deux topos avec le docteur Dibi, avec juste deux remarques. On peut être sportif et pas être trop addict, mais je vous promets que quand ça s'arrête, les principales qui s'en plaignent, c'est nos secrétaires qui nous disent « Cher monsieur, avec votre fracture du calcanéum, ce que j'ai actuellement, vous devriez retourner au karaté parce que vous commencez à être un peu chiant. » Alors, je voudrais vous dire, c'est pour en revenir à ce que disait M. Dibi, on est capable en effet de quantifier tous nos modes d'activité physique. On compte ça en effet en mètres. Alors, vous avez juste une phrase à conserver dans ce topo, c'est ce qu'ont fait la population européenne et nord-américaine, puisqu'en fait, on a globalisé les choses, c'est moins de 3 mètres en activité ludique. C'est-à-dire que la population européenne marche moins d'1 heure par semaine pour se faire plaisir. Donc, on va se servir de cette population qui est la population standard, comme disait le docteur Dibi. Heureusement qu'on a des modes alimentaires. Et on est capable, en médecine du sport, de quantifier à peu près tous les exercices. Vous voyez, vous avez la marche, vous avez le golf. Je crois que le golf est un endroit avec et sans véhicule. Le tai chi, pour nos amis du Qigong. On a été capable de quantifier jusqu'au, bien sûr, aux vrais arts que sont le judo et le karaté, le reste ne comptant évidemment pas beaucoup. Où est-ce qu'on intervient, nous, pour nos patients? Le principal symptôme des patients qui ont eu une maladie cancéreuse, c'est qu'ils sont fatigués. C'est une fatigue qui est effroyable parce qu'elle est socialement dramatique. C'est des gens qui vont bien à 10 h du matin et à 2 h de l'après-midi, ils s'endorment, ils sont épuisés. À 3 h, ils vont mieux et le soir, ils sont épuisés. Le matin, ils vont pas bien. C'est indépendamment du repos et ça va durer des années. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, si vous avez dans vos bureaux des gens qui reviennent d'une maladie cancéreuse, attention, ces gens sont fatigués, non pas psychologiquement, mais physiquement. C'est une modification probablement de l'ADN mitochondrial qui explique que ces gens sont fatigués par le traitement, et ça va durer des années. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On est capable, alors les cardiologues nous décrivent des tas de causes de fatigue, nous on en a deux. Il est évident qu'une patiente qui est anémique ou un patient qui est anémique, même s'il est sportif de haut niveau en vélo et qui va gagner le Tour de France, vous pouvez ne pas le laisser anémique, il va falloir le mettre sous EPO. Et puis, il est surtout ce qu'on fait tous, c'est-à-dire la réduction d'activité, parce que je vous rappelle que le discours médical, c'est vous avez une maladie cancéreuse, reposez-vous. Ok. Si on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Sur le principal symptôme des patients qui va durer des années, c'est la fatigue. Alors, si vous avez, cherchez pas tout, c'est en bas que ça se passe, c'est sous le chiffre rouge,
c'est qu'une activité physique pratiquée pendant la maladie cancéreuse, c'est 20% de fatigue en moins, pendant le traitement. Donc vous avez deux attitudes, soit vous acceptez que le patient soit fatigué, vous lui dites ne fais rien, mais il est 20% plus fatigué. Et après le traitement, c'est carrément 40%. Donc on a un traitement validé médicalement, c'est le seul traitement validé médicalement qui change le principal symptôme des patients. Or pour l'instant, personne ne le fait, personne ne s'y met. Ça a été un peu un truc dramatique. Retenez le chiffre, 20% pendant le traitement, 40% après le traitement. C'est le seul traitement qui gêne. Alors bien sûr, on a plein de données. On change non seulement la fatigue, c'est les premières petites courbes. Vous voyez, ce genre de système est tout simple. Tout ce qui est par là veut dire que vous n'êtes pas efficace. Tout ce qui est par là veut dire que vous êtes efficace. On est là. Ça veut dire que oui, vous changez la fatigue. Vous changez aussi les niveaux de dépression. Donc si vous n'avez pas de pratique d'activité physique et sportive après une maladie cancéreuse, vous acceptez d'être fatigué, dépressif. Et puis en plus, vous changez tous les états sociaux, les états mentaux. Vous avez un bénéfice pour l'état mental, vous avez un bénéfice pour l'état physique, heureusement, vous améliorez les capacités physiques, et vous avez aussi un bénéfice en fonction sociale. Donc on est d'accord qu'on change tous les symptômes dépressifs, vous changez la qualité de vie des patients, vous changez leur niveau de sommeil, vous changez toute leur vie. Vous êtes dans une quête de bonheur. Donc ou vous laissez le patient épuisé mal, ou vous essayez de le rendre heureux, c'est un problème de choix. Et en plus, il évite de prendre du poids. Tout à l'heure, le docteur Dibi disait que ces gens ne prenaient pas de poids. Heureusement, tous nos malades cancéreux, après une chimiothérapie, une radiothérapie, prennent 4 kilos. C'est la moyenne. Le problème, c'est que plus ils grossissent, plus ils rechutent. OK ? Et là, si on refait faire l'activité physique, comme le professeur Dibi vous l'a montré, le docteur Dibi vous a montré, vous changez toutes les capacités physiques, toutes les puissances musculaires, mais vous changez aussi le poids et la surcharge corporelle. Donc, vous imaginez une femme qui a un cancer du sein, elle a perdu ses cheveux. Quand elle rentre au bureau, on l'isole parce qu'elle est fatiguée, on la prend pour une psy. Son mari, il touche plus, ses copains se sont éloignés, elle va plus au théâtre, elle va plus au cinéma, elle a pris 8 kilos. Peut-être qu'on fasse quelque chose. Et en plus, on change les capacités sociales. Ceci est un travail d'oncologie 93, donc en Seine-Saint-Denis. Ces patientes qui sont en difficulté ou ces patients en difficulté socio-culturelle, isolés sociologiquement et économiquement, quand ils ont une activité physique, non seulement ils sont moins fatigués, non seulement ils ont une meilleure qualité de vie, mais en plus ils retrouvent leur place sociale. On est littéralement dans un parcours de Paul Ricoeur. Et en plus, messieurs, pour ceux qui ont un cancer de prostate et qui sont opérés, ils ont moins d'incontinence urinaire. Donc vous voyez qu'on est sur une prise en charge globale de toute une vie et d'une qualité de vie. Et encore, ça change la survie. Voici des femmes, on va prendre des femmes qui ont des cancers du sein, qui ont un traitement, qui ne sont pas métastasés. Et on va les interroger régulièrement. Vous faites quoi comme sport? Combien d'heures? Quelle fréquence? Quelle intensité? En mètres, on vous calcule ça, et on va comparer le standard, c'est-à-dire moins de 3 mètres, ce que font la population standard, et les femmes qui font plus de 3 mètres en activité physique après. Alors ici, vous avez les chiffres, je ne vais pas vous les détailler. Le point important, c'est ça. Alors, la question, c'est est-ce que vous préférez des patients dans les bleus foncés, dans les bleus clairs, sans aucun rapport avec Pygmalion, bien évidemment, pas trop le genre local. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ça. Ça veut dire que si vous avez une politique d'activité physique et sportive qui est mise en place sur le territoire national français ou sur l'Europe, vous avez un changement de 50% des taux de rechute. Ça veut dire 6% de patients guéris en plus. 6%, c'est ce qui nous a validé nos chimios. Je ne dis pas qu'il faut faire chimio, c'est mon boulot, contre sport, mais on peut peut-être faire quelque chose pour que les patients soient moins fatigués, plus heureux et survivent mieux. C'est un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe si vous faites ce que disent la Ligue contre le cancer, c'est-à-dire les 3 heures de marche par semaine? C'est très simple, vous avez un chiffre ici sur plus de 13 000 femmes, vous changez la survie globale et la survie spécifique, c'est-à-dire que ces femmes ont moins de rechute de leur cancer, et en plus elles font moins de problèmes cardiovasculaires, donc elles embêtent moins le docteur Dibi qui n'a pas besoin d'être autant en salle de catéchoro. Vous changez le diabète, vous changez l'ostéoporose, et elles sont plus heureuses. Peut-être utile socialement. Par contre, il faut le faire intense, parce que sur le même groupe, ça ne marche que si vous le faites intense. C'est pour répondre à la question de notre modérateur. Sans intensité, rien. Si c'est lever le bras droit, ouvrir l'œil gauche, reposez-vous, c'est fini, on se revoit la semaine prochaine, ça ne sert à rien. Donc vous êtes là, et ça marche. Alors vous allez me dire, oui, mais les femmes qui font un cancer du sein, qui font du sport, c'est elles qui vont bien. Non, 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 c'est valable. La nord-américaine new-yorkaise de 108 kg qui a son cancer du sein, qui a 75 ans, ou la jeune cadre dynamique de 35 ans, elles ont un bénéfice en termes de survie. Par contre, il y a un effet seuil et il y a une courbe. C'est aussi valable pour les cancers du côlon. Ça, c'est un travail qu'on a présenté l'année dernière à l'ASCO. C'est tout simple. On a pris plus de 8000 patients et vous retrouvez exactement pareil. C'est-à-dire vous balancez à gauche vos courbes de survie. Donc ça veut dire que vous êtes exactement dans la même situation, 50%
de guéris en plus. Le sein, le côlon, les grands cancers qui nous frappent, mais aussi la prostate. Messieurs, la prostate, on a 2 essais dans la prostate. Est-ce que vous préférez être en rose ou en bleu, sans aucun rapport avec une quelconque option sanitaire? Ce n'est pas un penchant sexuel ni politique. Donc de façon claire, vous êtes sur un médicament. On retrouve le niveau de seuil. Alors, sans devenir addict, comme vient de le docteur Dibi, plus vous en faites, plus ça marche. On est sur une courbe de médicaments. Le sport n'est pas une activité physique, c'est un médicament. Nous sommes en médecine du sport des thérapeutes et il faut le faire intense. Si vous le faites un petit peu, ça ne sert à rien que si vous ne faites rien. Par contre, si vous faites, sans devenir addict bien sûr, intense, ça marche. Donc la question de nouveau, où est-ce que vous voulez être? Donc vous avez vu les 3 grands cancers, le sein, le côlon, la prostate, 50% de guérison en plus. Ça veut dire un certain nombre de choses pour les survies des patients. Et en essai, maintenant, on est sur un essai thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur un médicament. C'est-à-dire les collègues canadiens prennent les cancers du côlon, on leur fait la chirurgie, on leur fait la chimio, et derrière, on randomise, on tire au sort des groupes de patients qui auront des activités physiques structurées, modèle Camille, et ceux qui ne feront rien. Et on va regarder à la sortie ce que ça va donner en survie. Donc on en est sur tout ça. Vous devez retenir tout ça. L'activité physique est sans danger, à condition qu'elle soit faite par des gens formés. C'est un problème. Ça améliore les capacités cardio-respiratoires, Dr Dibi vient de nous en dire, ça réduit la fatigue, vous l'avez vu, et surtout, ça améliore la survie. Alors on sait comment ça marche. La première chose, c'est, je vous rappelle, le drame, il y en a 2, c'est les estrogènes. Si vous faites du sport, vous baissez la quantité d'estrogène. Donc vous imaginez que l'estrogène étant un facteur de croissance des cellules du cancer du côlon, de la prostate et du sein, s'il y a moins d'estrogène, les cellules cancéreuses, elles n'aiment pas du tout. Et il y a en plus moins d'insuline. Je vous rappelle que l'insuline, pour revenir à ce que disait le docteur Dibi sur les populations nord-américaines, c'est le tueur 2025. Surcharge pondérale, hyperinsulinémie cardiovasculaire, cancer. Ces femmes qui ont un cancer du sein, alors il faut leur doser l'insuline le jour du diagnostic. Si elles ont une insulinémie dans la partie haute de la courbe, elles ont 3 fois plus de chances de mourir, 2 fois plus de chances de faire des rechutes que si elles n'ont pas. C'est pareil dans les cancers du côlon. Ah, et alors c'est simple. Vous prenez des femmes, vous leur faites faire une activité physique pendant la chimio. Celles qui font une activité physique sont en bleu foncé, elles baissent leur insuline. Celles qui ne font pas de sport augmentent leur insuline. Donc vous augmentez la quantité d'essence pour les cellules cancéreuses si vous ne faites pas de sport. Faites un effort, sevrez-les. C'est pareil pour les hormones des tissus graisseux. On a des choses simples, c'est le 3e mécanisme, c'est vous baissez les hormones des tissus graisseux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fatigue, ça veut dire qu'on a qualité de vie, ça veut dire qu'on a recherche du bonheur, ça veut dire qu'on n'éclate pas des familles dont la mère, le père, le frère meurent d'un cancer du sein, du côlon et de la prostate, et en plus on sait comment ça marche. Et on sait que ça marche à condition d'être fait par des gens qui savent le faire. Alors on a un certain nombre de problèmes, on a presque fini, on a des contre-indications bien sûr, c'est le rôle des médecins. Les malades, ils viennent faire quoi? Ils viennent chercher ça. C'est-à-dire j'ai peur de bouger, j'ai peur d'avoir mal, et en fait ils retrouvent un lien social. Ils se retrouvent. Alors il y a plein de référentiels, le meilleur référentiel évidemment ça va être celui du CNESF auquel on appartient, qui vont vous faire, grâce à Alain Calmat, le Vidal du sport. C'est-à-dire qu'on est dans 2 ans avec un petit bouquin qui vous sortira, vous avez une maladie cardiovasculaire, vous avez un diabète, vous avez une ostéoporose, vous avez une maladie Alzheimer, vous avez un cancer, c'est le tel sport qu'il faut faire. Et si vous le faites, eh ben vous changez les choses. Alors juste un mot, je vous rappelle, et j'ai presque fini, qu'on est dans l'HAS, on n'est plus du tout dans le truc gourou, on est vraiment sur un truc qui est totalement validé par l'autorité de santé, et vous en êtes là. Alors si vous avez encore 2 secondes, on va passer là. Voilà, vous avez vu un fou furieux au congrès de votre mutuelle qui vous a dit qu'il faut faire du sport. Vous êtes sorti de là en disant fatigue, survie, bonheur, recherche de plaisir, il se passe quelque chose, et vous êtes sur votre île déserte, et vous avez un petit plan, vous êtes là. Alors si vous voulez la suite, vous l'aurez. Très bien pour la suite, merci. Merci de conclure là-dessus d'abord. En termes de prévention, parce que là, en fait, vous l'avez abordé, on parlait de cancérologie et de l'activité physique dans ce domaine-là, mais la prévention que vous avez abordée, elle est vraie aussi pour les gens qui, heureusement, ne sont pas frappés par le cancer. C'est-à-dire que tout ce qui peut être bénéfique pour un malade après le traitement est aussi bénéfique pour celui qui n'est pas malade et qui, espérons-le, ne le sera pas. Ou c'est moins vrai. C'est-à-dire que quand on parle de prévention du cancer du sein par l'activité physique, est-ce que on nous raconte des histoires ou est-ce que c'est vrai? Alors, c'est 2 choses. Moi, je viens du CHU à Vicennes. À Vicennes, il a dit une chose,
si vous voulez que quelqu'un soit en bonne santé, donner une activité physique, c'était pas trop le problème à l'époque, et surtout une alimentation appropriée, comme disait le docteur Dibi, c'est un quart en moins. C'est-à-dire, c'est simple, c'est un quart de tous les cancers en moins, sauf ceux dus au tabac. C'est-à-dire, c'est un quart des seins, un quart des côlons, un quart des cancers de l'utérus, du corps de l'utérus, un cancer des thyroïdes, du poumon non lié au tabac. Donc, non seulement vous évitez des malades de rechuter, d'avoir une autre maladie cancéreuse, de faire un Alzheimer, de faire un diabète, c'est le bénéfice en mortalité globale de tous les patients, mais en plus pour la population générale, on économise un quart des cancers en moins. Vous êtes une mutuelle, donc il y a un aspect aussi financier, un quart des cancers en moins, vous imaginez le nombre de millions d'euros. Il y a un travail qui a été fait par Terra Nova, moi j'ai signé un papier pour Terra Nova là-dessus, pour les patients, rien que pour les patients. Si on avait une activité physique pour un tiers des cancers du sein, du côlon, de la prostate, non métastatiques, les principaux cancers, c'est 600 millions d'euros d'économie par an. Rien que pour les hôpitaux et les médicaments. Je ne parle pas des ambulances, je ne parle pas des arrêts de travail. Donc non seulement un quart de tous les cancers en moins, moins de rechutes, une rechute sur 2 en moins, mais en plus d'économie de santé. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que la prévention, d'abord ça marche, c'est important, et qu'elle ne s'improvise pas forcément. Donc là, ça nous fait une transition avec Arnaud Nicolas. J'ai oublié de dire tout à l'heure que vous faisiez partie de l'IMAPS, je crois, et c'est quand même important. Donc vous faites partie de l'IMAPS, et vous avez collaboré activement à l'élaboration d'un portail qu'on appelle Oxygène, et auquel la MGFI a adhéré, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, pour vous qui êtes là aujourd'hui, et dont quelques-uns peut-être ont eu à connaître, mais pas suffisamment, je crois. Vous pouvez nous expliquer dans quel esprit vous avez travaillé et comment on peut utiliser cette outil, parce que c'est vraiment un outil. Moi j'avais des diapositives. Bonjour à tous. Donc, On a un peu de si vous voulez, pour la qui traite de la thématique du sport santé. Et mon métier au sein de l'IMAPS, c'est de mettre en place des programmes, des outils et des services en lien avec la thématique du sport santé. Et notamment, effectivement, on a travaillé sur un portail de prévention qui permet à la fois d'informer l'individu, de lui permettre de s'auto-évaluer, donc d'avoir des conseils et des préconisations. Et quelque chose de très important, parce que c'est qu'on n'a pas forcément encore beaucoup parlé, de s'orienter, parce que c'est bien de faire de l'activité physique, c'est bien de faire du sport, mais il ne faut pas le faire avec n'importe qui non plus. Il faut le faire avec des gens qui sont formés, qui sont compétents, et on ne peut pas non plus pratiquer toutes les activités en fonction de ses caractéristiques. Donc c'est l'intérêt aussi de ce portail. Alors, où trouver ce portail? Donc, tout d'abord, il faut que vous rendiez sur le... Il faut que vous rendiez sur le site, l'interface MGFI tout public, de trouver le petit encart activité physique, donc de cliquer sur en savoir plus. Donc là, ils vont vous faire un petit récapitulatif. Ils vont vous dire quelque chose de très important également, c'est que toutes les données que vous allez pouvoir rentrer sur ce portail sont anonymisées et stockées dans un coffre-fort. Et que c'est un service gratuit pour les adhérents de la MGFI. Vous cliquez sur le lien qui est juste là, et vous allez vous retrouver effectivement sur la page de présentation du portail. Donc ici, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte, il suffit juste de créer son compte en cliquant sur pas encore de compte. Voilà, de remplir les différents champs. Un mail doit vous être généré avec un mot de passe, ce qui vous permettra derrière de vous connecter au portail. Donc là, une fois connecté, vous arrivez directement sur la home de votre home, donc personnalisée. Donc ici, vous avez les différents résultats que vous avez pu obtenir sur les questionnaires, les différents articles, dossiers thématiques qui viennent d'apparaître, donc tout côté nouveauté. Et là, ici, vous avez les 3 onglets qui vont effectivement vous permettre de vous accompagner sur le portail. Donc tout d'abord, des informations sport santé, donc avec des fils d'actualité qui vous permettent de suivre. Voilà, ça s'est déconnecté. Et là, je vais arrêter parce que je n'ai pas de clavier. Je reviens. Ça va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. On va chercher le code dans le cahier. Peut-être
Peut-être, pendant l'absence de notre camarade, je voulais poser une question au Dr Diby justement sur l'activité physique et le relatif consensus qui existait là-dessus. Il y a une étude qui vient de sortir, en tout cas qui a été rendue publique il n'y a pas longtemps, qui est une étude allemande qui montre qu'en réalité, l'activité physique intense, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, est plutôt préjudiciable aux gens qui ont déjà eu un accident cardiaque. Est-ce que vous connaissez cette étude et qu'est-ce qu'on peut en penser? Je vous redonne tout de suite la parole. J'ai vu effectivement une courbe où effectivement, on comparait ceux qui ne font pas du tout de sport, qui sont quand même avec un risque finalement un risque 4 fois supérieur, je crois. Nettement plus haut que ceux qui en font minimum déjà, ça baisse. Ceux qui en font de façon régulière, ils sont assez bas en prévision de risque de décès par maladie cardiovasculaire. Et puis après, ceux qui font de façon très très intense, mais ils ont regardé sur un certain nombre de sportifs et des anciens sportifs de haut niveau qui étaient soit des champions olympiques, mais aussi des grands sportifs qui participaient aux Jeux olympiques, parce qu'il n'y a pas que les champions olympiques, heureusement. Ça ne ferait pas assez de population. Et là, ils sont aperçus qu'à très très haut niveau, effectivement, la courbe serait orientée dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça augmentait un petit peu le risque potentiel de maladie. Cependant, globalement, chez les grands sportifs, y compris chez des populations maintenant assez âgées qui avaient fait le Tour de France, globalement, ces grands sportifs ont quand même une longévité supérieure à la moyenne. Ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous êtes d'accord? Ça a été montré récemment et on voit très bien une courbe qui a été faite. C'est un article du professeur Carré que j'avais vu aussi, qui connaît très très bien la médecine du sport. Donc je pense qu'effectivement, le risque en réalité, c'est que l'hyperactivité physique, ça dilate l'oreiller de bouche. Alors pourquoi? Parce que le muscle est très épais, le muscle cardiaque est épais, vous avez une cavité dans le cœur qui se dilate un peu, c'est l'oreillette. Chez les grands coureurs, les marathoniens, les grands sportifs, les cyclistes, ils font des troubles du rythme cardiaque souvent après 50, 60 ans, quelquefois plus précocement parce qu'ils ont un massif auriculaire, là où le réservoir de sang qui vient des poumons va dans l'oreillette gauche, se dilate. Et quand cette oreillette gauche se dilate, c'est un des éléments, une chambre du cœur, il y a plus d'arythmie, plus de troubles du rythme. Alors ça, c'est un facteur un peu péjoratif. Donc, il est vrai que chez les grands sportifs, il y a souvent de l'arythmie. Alors, il y a des conséquences. Donc, repassons du massif auriculaire. Oui, de l'oreillette. Oui. Au final, cette étude est quand même rassurante. Ça montre aussi qu'on n'a pas besoin de faire 20 heures d'activité. Absolument. Pour avoir des bénéfices en termes de survivabilité et de réapparition de maladie. Et que c'est important de faire appel à des professionnels pour pouvoir doser ça. Mais je voulais juste faire une petite remarque que je trouve très importante, qui a été dite par Arnaud, mais aussi par le médecin cancérologue, docteur Bouillet, c'est que l'accompagnement, le fait d'avoir des gens qui savent bien vous renseigner sur votre mode d'activité et votre surveillance, c'est capital. Je crois qu'il ne faut pas faire tout seul n'importe quoi au départ, et c'est tout l'intérêt, et à mon avis, le portail Oxygène, entre autres, et puis les médecins du sport qui sont très très au courant de ça, il faut les écouter parce qu'ils nous donnent les meilleurs conseils pour adapter notre activité physique que l'on pourra progressivement améliorer, mais sans tomber à côté de ce qui est bon pour nous. Donc il ne faut pas partir tout seul dans l'activité physique. Donc Arnaud, Nicolas, reprenez, vous avez l'aval du docteur Diby. Et votre clé en plus. Alors, donc oui, au niveau des informations sport-santé, vous avez plusieurs sous-onglets. Donc le premier, vous avez un fil d'actualité qui va être mis à jour régulièrement et qui reprend l'actualité médiatique en lien avec le sport-santé. En cliquant dessus, on arrive sur la page un certain peu de temps. On arrive en général sur la page de l'article. On va laisser travailler gentiment. Vous avez après toute une série de dossiers thématiques, donc en fonction de si on va rentrer l'APS et enfance. Donc là par exemple vous avez donc un dossier thématique qui va traiter de, on ne voit pas ici, hyperactivité, donc en fonction effectivement de la thématique qui vous intéresse. Vous avez ici un module qui vous permet effectivement de choisir la catégorie qui vous intéresse. On retrouve bien-être en entreprise, les pathologies chroniques, enfance. On a aussi des focus sportifs, puisque c'est important, même pour les sportifs, de parler d'une bonne pratique sportive, ce qui n'est pas toujours le cas, même chez les sportifs. Activité physique et senior. Vous avez toute une partie avec des FAQ qui vous présentent différentes activités, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la majorité des gens ne connaissent pas toutes les activités physiques et sportives. Donc en termes de plaisir aussi, ça permet de découvrir de nouvelles activités et de trouver l'activité qui vous correspond.
et des petits quiz pour évaluer un peu ses connaissances en activité physique. Juste à côté, donc mon espace, donc là vous allez retrouver une série de questionnaires, 5 au total, qui vont vous permettre de faire un premier état des lieux, savoir à peu près où vous en êtes en fonction de différents items. Donc le premier sur votre niveau d'activité physique, après sur votre motivation à bouger, où est-ce que vous en êtes au niveau de vos changements de comportement, donc là le comportement en question c'est l'activité physique. Votre risque cardiovasculaire, donc une évaluation du risque cardiovasculaire, parce que ça c'est pareil, je crois que Dr Dibi ne dira pas le contraire, à partir d'un certain âge, avant de reprendre une activité physique, il est très important de parler de son médecin d'une volonté de reprise d'activité physique qui, en fonction des caractéristiques de son patient, va l'orienter au bout vers un cardiologue pour faire un test d'effort. Donc un sondage sur les habitudes de vie et un questionnaire sur votre âge réel. Voilà, on va vous demander d'entrer votre âge réel, et en fonction des questions et des réponses que vous allez pouvoir fournir, on va vous sortir votre véritable âge physique. Oui. L'âge de vos artères, c'est la machine qui calcule ça. Exactement. D'accord. Et la troisième partie de ce portail, qui à mon sens est la plus importante, c'est une géolocalisation de l'offre sportive. Donc qui va s'organiser en 3 niveaux. Donc un premier niveau où on a référencé on va dire un bon listing de clubs, de fédérations sportives qui proposent déjà aujourd'hui du sport santé avec des éducateurs formés et qui sont partenaires de la société IMAPS. C'est une base de données qui est contrôlée, vérifiée et actée, approuvée. Donc sur le premier niveau, c'est une pratique de loisir, une pratique qui est dite pour tous. Sur le deuxième niveau, on va retrouver des structures qui peuvent accueillir, qui ont des éducateurs qui sont formés pour accueillir un public spécifique. Donc, qui sont sédentaires, qui n'ont pas pratiqué une activité physique depuis longtemps, les femmes enceintes, les personnes en surpoids, les personnes qui sont blessées et qui veulent reprendre une activité physique. Donc sur ce niveau 2, on est sur des caractéristiques spécifiques où il faut faire attention avant de reprendre une activité. Et sur le niveau 3, on va mettre en avant des programmes et des structures qui ont des éducateurs formés sur des programmes pour accompagner des personnes atteintes de maladies et de pathologies chroniques, dont notamment les différents centres de l'académie. On retrouve également les clubs Cœur et Santé de la Fédération Française de Cardiologie. On retrouve aussi le programme Diabète Action de la Fédération Française Sport pour tous et le programme Gym après cancer de PGP, gymnastique volontaire. Donc là ici, ça ne veut pas, si. Donc on va choisir une activité. Vous verrez qu'à chaque fois, on vous demande votre adresse postale de votre domicile, votre lieu de travail. Donc, ce qui vous permet au final de vous orienter en fonction de ces 2 paramètres. Donc là, on va choisir. Et en gros, vous avez une géolocalisation des clubs qui apparaissent. Donc il faut savoir qu'on couvre l'ensemble du territoire français. Donc, forcément, l'offre est beaucoup plus importante autour des grosses villes françaises. Et plus on va monter dans les niveaux, plus l'offre va être rare. Parce qu'aujourd'hui, le sport santé en France commence à se développer, notamment au niveau des pathologies chroniques. Donc on est au début, au commencement de l'organisation du sport santé en France. Donc là ici vous avez effectivement donc, le club le plus proche de chez vous, donc là c'est sur de la gymnastique d'entretien. Donc vous avez toutes les coordonnées du club, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse mail pour entrer en contact avec la structure. C'est vraiment un portail de prévention qui vous donne toutes les billes, parce qu'on parle beaucoup de théorie depuis tout à l'heure. Là, on rentre un peu plus dans le pratique. On vous donne les moyens d'accéder à une structure sportive qui a un encadrement qui est formé en fonction de vos caractéristiques. Voilà. Est-ce que vous avez un suivi des inscrits après ? Une fois qu'on a repéré l'activité physique qu'on peut pratiquer, le lieu où on peut le faire, la structure, le sport lui-même ? Sur cet outil, non. Avec ce portail, c'est vraiment, on vous donne les premières informations, vous avez tout, vous avez plus qu'à... Oui, donc ça donne les moyens de prendre en main soi-même son activité physique, mais ça n'assure pas le service après-vente, mais c'est le service après-service, vous ne l'avez pas encore repéré. Après, on a vraiment cet objectif d'envoyer vers des structures, parce que vous êtes encadré par un éducateur et vous évoluez dans un groupe. Et je pense qu'en termes de motivation, ce sera plus simple pour reprendre que de reprendre tout seul dans son coin. Et toujours pareil, ça permet aussi d'aller faire un petit check-up avec son médecin. Parce que toutes ces structures demandent un certificat médical de contre-indication à la pratique sportive. Donc
ça peut être aussi intéressant de temps en temps aller voir son médecin pour faire un petit point avant de reprendre une activité. D'ailleurs, il y a un projet qui a failli voir le jour, qui était de supprimer la visite obligatoire chez son médecin pour avoir un certificat médical. Alors là, au niveau du CNSF, pour les instances sportives, on n'est plus sur un certificat de non-contre-indication, mais sur un certificat d'indication. Parce que quand on voit le bénéfice que ça peut représenter pour la population nationale, c'est plutôt la contre-indication de l'absence d'activité physique et sportive sur laquelle il faut réfléchir. D'accord, merci pour cette précision. On était un peu dans le cadre du suivi, etc. Donc ça me paraît assez important de poser cette question-là. Dans l'approche que vous avez mise en place, donc ça, c'est chaque mutuelle peut en fait adhérer à ce portail, c'est ça l'idée. Et dans l'idéal, dans le monde parfait que nous allons vivre bientôt, c'est que le plus possible de monde puisse se connecter, peut-être le plus possible d'entreprises directement, puisque bientôt il y aura des contrats collectifs santé, donc je suppose que ça doit modifier un tout petit peu nos stratégies de développement, pour qu'on puisse peut-être affiner aussi les possibilités de recours à des clubs ou des structures d'activité physique. On travaille déjà aussi avec le monde de l'entreprise, où on essaye effectivement de mettre en place, alors c'est plus sur des journées événementielles, mais derrière, effectivement, il y a toujours un retour avec la personne pour l'orienter vers une structure ou mettre en place dans l'entreprise, au sein même de l'entreprise, des séances d'activité physique régulières. Effectivement, avec les nouvelles conventions collectives, on commence à aller vers ce sens-là, puisque l'activité physique va rentrer sur la thématique bien-être. Donc les entreprises vont se mobiliser. Et on essaye bien évidemment de rencontrer le plus de mutuelles possible pour que la majorité des adhérents aient accès à ces services et à cette prévention qui, aujourd'hui, en termes de bénéfices santé, est plus appropriée. Je crois qu'on peut d'ailleurs encourager les adhérents de la MGFI à utiliser plus votre service. Et alors voilà, pour les adhérents MGFI, c'est un service qui est complètement gratuit et je le répète encore une fois, toutes les données sont anonymisées, stockées dans un coffre-fort. On respecte les lois CNIL, on demande le poids et la taille qui sont des données sensibles pour la CNIL, donc tout est stocké dans un coffre-fort et le jour où vous voulez vous désinscrire, vous nous passez un coup de fil, on efface toutes vos données. Voilà. D'accord. Et donc dans les adresses que vous donnez, toutes ont été vérifiées, toutes ont été certifiées professionnelles. Alors toutes les structures qui sont sur notre géolocalisation, quel que soit le niveau, que ce soit 1, 2 ou 3, répondent à un cahier des charges, notamment au niveau des formations des éducateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'IMAPS travaille avec un conseil scientifique. Donc ce cahier des charges a été validé scientifiquement et tout le contenu qui se trouve sur ce portail a été également validé. Tout est validé, on dit pas de bêtises. Très bien. Donc même le Qigong. Même le Qigong. Bon, parce que c'est vrai que peut-être un certain nombre d'entre vous, peut-être comme moi, se demandaient bien ce que pouvait être cette bête-là. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est le karaté que le docteur Bouillet pratique assidûment? Donc je fais attention à ce que je dis quand même. Ou est-ce qu'on est plutôt dans une démarche qui est assez différente et plutôt, je dirais, intellectualisée? Je crois que c'est à moi. À vous, oui. Je pense que c'est à vous de répondre là-dessus. Oui, je vais tenter de répondre sur le temps qui m'est donné. D'abord, remercier la MGFI de m'avoir invité. Je représente ici la Fédération des enseignants de Qigong Art énergétique. Pardon? Alors, qu'est-ce que c'est que le Qigong? Je dirais c'est une activité physique, c'est pourquoi je viens vous en parler aujourd'hui. Y en a-t-il parmi vous qui connaissent le terme de Qigong? Voilà, eh bien voilà. Donc, vous avez révisé avant de venir, pas comme moi. C'est pas aussi obscur que monsieur le dit. Et j'essaierai de définir le Qigong, c'est plus facile de le pratiquer que d'en parler, comme un art du mouvement, plutôt. Un art du mouvement qui se fait avec des mouvements qui sont lents, qui sont simples mais précis, qui s'appuient sur une respiration qui est naturelle, profonde, et qui ajoute, par rapport à une activité physique autre, ce qu'on pourrait appeler une intention mentale. C'est-à-dire que quand vous faites un mouvement de Qigong, vous êtes dans le mouvement de Qigong.
Et l'intérêt de la pratique de cet art du mouvement, c'est que ça fait circuler ce que les Chinois, ce qu'on appelle dans la pensée chinoise, le qi, ça s'écrit QI, et le qi, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est le souffle vital, c'est ce qui nous anime et qui permet l'expression de notre vie. Donc, faire circuler le qi, vous connaissez peut-être les bases de ce qu'on appelle la médecine traditionnelle chinoise, puisque le qigong appartient à la médecine traditionnelle chinoise. C'est ce souffle vital qui circule dans des trajets d'énergie qu'on appelle des méridiens, mais qui ne sont pas matérialisés. Et le qi ne peut pas se matérialiser. Ça veut dire qu'au niveau de la recherche scientifique, et maintenant il y a moins de détracteurs, mais il y a très longtemps, il y a toujours eu en Occident beaucoup de détracteurs, le qi ne peut pas s'isoler dans un tube à essai. On ne peut se rendre compte de l'existence du qi que par sa manifestation et sa fonction. Je vous donne un exemple, parce que dans la pensée chinoise, tout notre fonctionnement humain, tout ce qu'ont expliqué nos médecins d'une manière scientifique et juste, bien sûr, eh bien, les Chinois, ils ont observé l'univers et la nature et ils en ont déduit le fonctionnement de l'être humain. Je vous donne l'exemple, par exemple, quand vous êtes dans une forêt, ou même ces jours derniers, vous vous promenez, vous voyez les arbres, les feuilles des arbres bouger. Vous vous dites, tiens, il y a du vent. Est-ce que vous avez pu isoler le vent et voir le vent? Vous ne le voyez pas, mais vous en voyez la manifestation. Eh bien, on pourrait dire que le qi, c'est ça. C'est ce qui fait vivre et qui permet la manifestation du vivre et du vivant. Alors, au niveau de notre corps, vous allez me dire comment, qu'est-ce que c'est que le qi? Moi, les méridiens, je ne connais pas, la vitalité, l'élan vital, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, notre corps, il est fait à la fois de matière et de souffle. La matière, on la voit, c'est notre aspect extérieur, ce sont nos muscles, nos tendons, c'est les circuits du système nerveux, les artères, les veines, les organes. Tout ça, ça ne vit que par le qi. Et le qi, qu'est-ce que ça peut représenter dans notre corps? C'est-à-dire que tant qu'on peut vivre, le sang circule, c'est ça la vie. Qu'est-ce qui va faire circuler le sang et qu'est-ce qui va faire distribuer le qi dans tous nos organes? Quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on peut appeler le battement du cœur. Quand vous n'avez pas un battement, vous pouvez isoler le battement du cœur? Non, mais vous pouvez en voir la manifestation. Donc on peut, c'est une manière un petit peu simple de parler du qi. Le qi, c'est à différents aspects, il est beaucoup plus complexe. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le qi ne s'isole pas lui-même, mais il existe. Et toute la pensée chinoise travaille, est à la limite entre ce qu'on pourrait appeler l'invisible et le visible. Il y a de l'invisible qui existe, même si on ne peut pas en prouver l'existence d'une manière matérielle. Alors, c'est pas pour ça que le qigong, c'est quelque chose, il faut avoir des dispositions particulières pour le pratiquer, pas du tout. Le qigong vient en complément, même si vous êtes un grand sportif, vient en complément de votre activité. Et si vous n'êtes pas un grand sportif, vous pouvez faire seulement du qigong parce que vous aurez une activité physique, ce qui présente tous les avantages qu'ont expliqué les précédents intervenants, avec en plus dans le qigong une harmonie de vivre entre votre corps et votre mental, on va dire, et vos pensées. Parce que l'intérêt du qigong, c'est d'unir d'une manière harmonieuse le geste et la pensée et la respiration. Alors, est-ce que, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est un peu pour ça que je suis là aussi. Est-ce que justement le fait qu'il y ait des mouvements lents ne va pas en contradiction avec tout ce qu'on disait tout à l'heure sur l'activité physique, la nécessité, alors vous parliez de souffle vital, mais
il y a le souffle tout court, c'est respirer, etc. Est-ce que c'est pas un peu en contradiction avec justement l'activité physique telle qu'on l'entend habituellement en Occident, mais qui cherche à se dépenser? Justement, l'activité physique, enfin, c'est pour ça que je dis que c'est un art du mouvement, c'est que quand vous faites un sport, comme on nous l'a expliqué, vous allez dépenser de l'énergie, vous allez augmenter le rythme cardiaque, vous allez augmenter le rythme respiratoire. Donc après, il faudra prévoir un temps de repos, de régénération, de revitalisation. Quand vous faites du Qigong, pas du tout, vous n'allez pas ni accélérer le rythme cardiaque, ni dépenser de l'énergie, vous allez au contraire favoriser la circulation de ce souffle vital, nourrir ce souffle vital par votre pratique, et vous allez donc augmenter la puissance de votre vitalité. Il n'y a pas cette idée, comme dans le sport habituel, de dépense et de perte d'énergie. Au contraire, ça vient renforcer. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça ne répond pas forcément à la question comment est-ce qu'on peut prévenir les accidents cardiaques en pratiquant le Qigong, mais probablement ça peut aider à d'autres pratiques sportives aussi, non? L'accident cardiaque, il arrive parce qu'il y a des conditions peut-être génétiques, il y a des conditions de terrain, il y a des conditions de vie, il y a aussi l'alimentation, le stress qui joue un rôle. Mais dans le Qigong, à aucun moment vous ne faites des mouvements ou des efforts qui vont à l'inverse de ce que vous ressentez. Et c'est tout l'intérêt. Et d'ailleurs, en cardiologie, il existe des pratiques de Qigong qui viennent en complément des traitements donnés par les médecins, qui viennent aider justement à faire circuler le souffle et qui ne sont pas du tout contre-indiqués, même quand on a une maladie cardiovasculaire. À ce niveau-là, c'est peut-être le temps de vous dire que le Qigong, il ne s'adresse pas aux malades, il s'adresse aux gens d'abord bien portants, puisque le but dans la médecine chinoise, c'est d'entretenir la bonne santé pour éviter de tomber malade. Donc, c'est d'abord une pratique de bien-être, mais c'est dans la mesure où vous faites une pratique de bien-être régulièrement, vous risquez d'avoir beaucoup moins de maladies. Mais quand ça devient une pratique de santé, c'est-à-dire avec une visée thérapeutique complémentaire d'un traitement médical, à ce moment-là, vous avez différentes pratiques de Qigong qui vont avoir plus une visée pour les maladies cardiovasculaires, d'autres une visée pour les maladies cancéreuses, et il y a des techniques, des formes de Qigong. Il y a beaucoup de formes de Qigong, il y en a quelques 2000 dans toute la Chine. Hein. Donc, l'important, c'est pas de collecter toutes les formes de Qigong, c'est de les pratiquer suivant les règles qui sont données, c'est-à-dire des mouvements bien précis, on ne fait pas n'importe quoi, des mouvements qui sont simples et lents, et qui sont faits en harmonie toujours avec la respiration et cette intention mentale qui fait que vous partagez à la fois avec votre corps et votre pensée, vos émotions même, la pratique et le mouvement du Qigong. Le Qigong, ça ne se fait pas avec l'appareil à musique dans les oreilles, pas du tout. Hein, pas de MP3 non, pas du Qigong. Est-ce qu'on peut demander peut-être au docteur Dibi de préciser un certain nombre de choses sur l'apport éventuel du Qigong pour la cardiologie? D'une façon générale, moi je voulais savoir, j'avais une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a une relation dans l'exercice avec le yoga? Non. Le yoga, non. Le yoga est une autre pratique. Le Qigong, le yoga a son origine en Inde. Il y a une partie du Qigong qui vient d'Inde, mais la seule... le yoga, si vous voulez, c'est pas du tout comme le Qigong. Mais est-ce que le but, c'est pas quand même d'avoir une sensation d'anti-stress? Parce que ce que vous décrivez, c'est plutôt un contrôle du stress, un contrôle... Parce que quand vous me dites nourrir le souffle vital, moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Le souffle vital, c'est je veux bien que vous me
repreniez l'expression, mais c'est notre vitalité, c'est ce qui s'exprime en nous, c'est ce que vous appelez la circulation du sang dans les vaisseaux, si vous voulez. Le souffle vital, c'est le fait que nous sommes vivants et que notre corps fonctionne en harmonie avec le reste du monde et de la nature. Le souffle vital, c'est ce qui anime notre matière. Un être vivant est vivant tant qu'il a le cœur qui bat, on est d'accord? Absolument. Non, mais là-dessus, j'ai aucun. Alors, moi, j'aime bien les médecines parallèles, si on peut dire que les médecines qui sont différentes, parce que la médecine chinoise, il n'y a pas que ça, il y a de la médecine aussi classique que l'on pratique. En pratique, je pense que aussi l'exercice physique qui fait travailler les muscles, parce que vous faites des mouvements, mais est-ce qu'on fait travailler les groupes musculaires ou pas? On fait travailler le corps, mais d'une manière harmonieuse, pas imitée. Et quand, par exemple, il y a un Qigong qui s'appelle Qigong du cœur, qui va avoir dans son action une visée plus spécifique sur la circulation, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire uniquement une série de mouvements. Vous faites travailler tout le corps, mais vous y mettez l'intention en disant, si vous voulez, au cours de ce Qigong, il y a tout un tas de mouvements qui s'enchaînent, mais on sait qu'il va avoir une action plus sur la circulation. Il y a d'autres Qigong qui auront une action plus sur les tendons et les muscles. Donc le travail ne sera pas le même. Dans un Qigong du cœur, vous n'aurez pas de mouvement extrême. En quelque sorte, à titre thérapeutique, vous pouvez avoir des Qigong qui vont faire travailler les organes d'une manière plus spécifique, tout en faisant travailler le corps entier. Il n'y a pas de... C'est ça qui est assez extraordinaire dans le Qigong. Il n'y a aucune difficulté à faire les mouvements, mais on y met une intention pour faire circuler justement ce souffle à l'intérieur. C'est aussi beaucoup une activité physique de prévention, vous l'avez dit. Essentiellement de prévention, comme la médecine chinoise. La médecine chinoise est une médecine préventive qui ne vient pas se substituer à la médecine occidentale, mais qui constitue un complément extrêmement intéressant, et notamment dans les maladies que vous avez citées, les maladies cancéreuses, la médecine chinoise, que ce soit le Qigong ou l'acupuncture ou la phytothérapie, vient aider dans tous les effets secondaires qui ont été évoqués d'une manière très efficace. J'aimerais bien avoir l'avis de notre collègue, le docteur Bouillet, cancérologue, justement sur cette pratique. Après, on essaiera de passer la parole à la salle, mais si on a tous envie d'entendre les réactions des uns et des autres. Bien sûr, trois points différents. Le premier, il est clair que beaucoup de services de cancéro utilisent l'acupuncture pour limiter les phénomènes de toxicité, en particulier les phénomènes de nausée et vomissement. Ça marche, il y a beaucoup de collègues qui le font. La deuxième chose, c'est sur tout ce qui est phytothérapie. Pour l'instant, on n'a aucune base de données. Il n'y a pas eu d'essai vraiment très prégnant là-dessus. La troisième chose, c'est une remarque générale de sportif. Je suis désolé, c'est non intellectuel, comme tu disais, qui était simplement le sport, c'est un geste précis dans une pensée et dans une intention. La seule différence à ce moment-là entre une pratique sportive et une pratique de Qigong peut être dans l'intensité musculaire et la dépense musculaire. Mais dans tous les cas, toute activité physique, vous preniez un coureur de 100 mètres, un lanceur de javelot ou un pratiquant de judo type Teddy Riner, c'est toujours un geste, une pensée, une respiration associée. Il n'y a aucun sport qui se fait en anaérobie strict, sauf éventuellement l'épaule est jetée. À ce moment-là, on parlait d'intellectuel. Donc on est vraiment sur une démarche. Juste une chose, à côté du Qigong, moi j'avais participé à une expérimentation sur le Tai Chi, qui ressemble un peu au Qigong si je ne m'abuse, et qui là a une intensité intense. J'ai pratiqué par hasard, et je peux dire que c'est une grosse intensité. Donc, OK pour toute activité physique qui associe un geste précis, dans une intention précise, et dans une harmonie du corps et de l'esprit. Pour revenir à ce que disait Nicolas tout à l'heure, ou Arnaud, pardon, excuse-moi, toute activité physique qui est faite par des mauvais enseignants est une activité dangereuse, quel que soit son niveau. Si vous associez pas ces trois points, geste précis, intention, respiration, fait par des enseignants non formés, c'est dangereux. Alors, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, le Tai Chi, tout le monde connaît beaucoup plus le Tai Chi. Il faut savoir que le Tai Chi est beaucoup plus récent que le Qigong. Le Qigong remonte à quelques 5000 ans. Et le Tai Chi apparaît vers 13e, 14e siècle.
Et le Tai Chi, c'est un ensemble de mouvements de Qigong qui sont ordonnés suivant il y a quatre styles de Tai Chi cheval. Et il faut savoir que les vrais professeurs de Tai Chi sont des grands maîtres de Qigong. Donc, ce n'est pas quelque chose de voisin, c'est quelque chose de très lié. Parce que la différence avec le Qigong, c'est que vous pouvez faire du Tai Chi. Il y a des pratiquants de Tai Chi parmi vous? Oui. Vous pouvez faire du Tai Chi en restant uniquement dans la forme extérieure. À ce moment-là, vous faites une très belle gymnastique. Mais quand vous faites du Qigong, vous êtes, à un moment donné, il y a différents niveaux dans le Qigong. Vous êtes obligé d'entrer dans le ressenti de ce que vous faites dans le Qigong. Et là, c'est tout à fait autre chose, parce que vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est difficile à expliquer, mais il y a différents niveaux de pratique, et en tant que pratique de bien-être et de prévention, ça s'inscrit tout à fait dans l'objectif de votre mutuelle, et en tant que pratique complémentaire dans le cadre d'une maladie, c'est aussi tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une relativité dans le temps. Alors, il y a un proverbe chinois qui dit que après, il faut qu'on arrête parce que si un voyage de 1000 lits commence par le premier pas. Alors, je voudrais essayer de vous faire entrer dans une chose qui est importante quand on pratique le Qigong, c'est le calme. Alors, si vous voulez bien vous lever, Il faut qu'on fasse un exercice. mais ne partez pas tout de suite en revanche. Vous voulez mettre le micro dans la bouche? Oui, C'est la messe. devant votre bouche. Alors, vous vous mettez debout et vous regardez très loin devant vous. Relâchez bien les bras. Quand on se met debout et qu'on dit relâcher en Qigong, ça ne veut pas dire avachi, ça veut dire simplement on essaye de ne pas avoir de tension dans les épaules ni dans le reste du corps. On relâche ses hanches, on relâche ses genoux. Et je vous invite à regarder très loin devant vous, le regard horizontal, comme si vous vouliez traverser le mur qui est devant vous. Très loin, sans tension, en respirant d'une manière naturelle. On va simplement essayer d'installer le calme et de vous montrer ce qu'est un mouvement de Qigong pour entrer dans le calme, qui est la condition de la pratique du Qigong. La respiration est naturelle. Essayez de trouver une respiration abdominale par le nez. Desserrez les dents. Et ce regard que vous avez mis très très loin, comme pour traverser ce mur qui est devant vous, eh bien, petit à petit, vous allez le ramener vers vous et regardez déjà dans un premier temps la pointe de votre nez. Et ensuite, vous abaissez vos paupières sur les yeux. Et ce regard extérieur, vous le rendez intérieur et vous le promenez le long de votre colonne vertébrale en commençant par la colonne cervicale. Puis vous descendez sur les vertèbres dorsales. Les yeux sont clos, le regard est à l'intérieur. Il descend jusqu'à la région de la taille, des reins, de chaque côté de la colonne vertébrale. Dans les reins sont cachés comme des trésors toutes nos énergies, tout notre souffle vital aussi, toute notre hérédité. Et des reins, ce souffle, vous le mettez dans le ventre, à quelques centimètres en dessous du nombril. Et vous visualisez, pour vous aider, comme une petite balle d'énergie, petite boule qui serait là et qui palpiterait au rythme de votre respiration abdominale naturelle. Et vous prenez le temps, simplement, de mettre votre regard sur cette partie de votre corps en associant votre respiration naturelle. Rien de plus. Puis tout doucement, en gardant les yeux clos, je vous invite à frotter vos deux mains l'une contre l'autre, les paumes de main l'une contre l'autre, puis à poser vos doigts sur le menton
pour masser en remontant jusqu'aux ailes du nez, en remontant jusqu'au front, jusqu'à la racine des cheveux, à descendre les mains devant les oreilles et revenir vers le menton. Puis recommencer, monter du menton vers les commissures des lèvres, le nez, les mains à plat sur le front, tout doucement ouvrez les yeux et descendez vos mains de chaque côté sur les joues. Encore une fois, on fait toujours les mouvements au minimum par 3. Montez et descendez. Ensuite, tout doucement, vous mettez vos bras de chaque côté du corps et vous tournez vos paumes de main vers l'extérieur. Comme ça. Relâchez bien les mains, montez les épaules le plus haut possible. Sans crisper les bras, ouvrez les épaules vers l'arrière comme pour rapprocher les omoplates derrière. Laissez tourner vos mains naturellement et ramenez les bras le long du corps, paumes de main contre les vêtements. Tournez les paumes de main à l'extérieur. Inspirez en montant, remontez, ouvrez vers l'arrière, expirez en descendant, paume de main sur les vêtements. Encore une fois, tournez les paumes vers l'extérieur, inspirez en montant, ouvrez, expirez en descendant. C'était simplement pour détendre vos épaules et toute l'attention que vous avez déployée. Je vous remercie de votre participation. Merci pour cet exercice. Alors pour conclure, si vous avez des questions, s'il vous reste un peu de souffle vital, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas s'il y a des micros. Madame a une question à poser, ça je la vois là-bas. Il va nous rester peu de temps pour les questions. Vous appelez Laurent Salès, dès 14h30, vous aurez le résumé des interventions et au fil de l'eau, les liens vers une vidéo, ce qui vous permettra de vous revoir en train d'effectuer les exercices de Qigong. Très bonne journée. Alors, professeur, bonjour. Voilà, vous venez de terminer votre table ronde. Dites-nous, quelle est la méthode appliquée pour éviter des maladies cardiovasculaires? Alors, dans l'ensemble, les maladies cardiovasculaires, ça n'est pas une fatalité en soi. Oui. Cependant, il y a certaines étiologies, certaines causes qui peuvent donner des maladies cardiaques et qui ne sont pas évitables. Par exemple, des gens qui ont un diabète héréditaire ou des gens qui ont une hypertension artérielle familiale. Ça, ce sont déjà des causes potentielles de maladies cardiovasculaires. Alors, pour les éviter, celles-ci, il y a d'autres causes qui sont par contre acquises, comme le tabac, et que l'on peut tout à fait éviter. Donc déjà, ne pas fumer, c'est diminuer par 10 le risque de maladies cardiovasculaires, surtout si on a d'autres pathologies associées, par exemple le diabète, la surcharge pondérale, l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire le taux de cholestérol trop élevé dans le sang. Et donc déjà, se protéger, c'est déjà le premier message pour tout le monde, c'est de ne pas fumer. La deuxième règle de prévention primaire, c'est-à-dire avant de tout développement d'une maladie cardiovasculaire, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire respecter les règles qu'on appelle hygiéno-diététiques, une alimentation régulière, pauvre en graisse animale, en graisse saturée, des repas à heure fixe, une activité physique pratiquement 2 à 3 fois par semaine, mais pas de façon intensive mais régulière et prolongée tout au cours de l'année. Le respect, si possible, d'une courbe de poids adaptée à sa taille et à sa masse corporelle. Le maintien d'une masse musculaire importante, ou du moins suffisante pour pouvoir avoir un mode de vie suffisamment excellent pour pouvoir faire l'activité physique qui nous est adaptée. Bon, tout ça, ce sont tous les moyens pour éviter les maladies cardiovasculaires. Bon, après, si on a des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle ou comme le diabète, là, il faut traiter ces pathologies, les prendre en charge, car le traitement de l'hypertension artérielle évitera toutes les complications qui sont possibles à partir de l'hypertension lorsqu'elle n'est pas respectée ou traitée ou contrôlée par le traitement, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, le risque
de diabète également, le risque de maladie rénale, qui sont dus souvent à une hypertension artérielle. Donc traiter son hypertension artérielle, c'est déjà se traiter contre le risque d'insuffisance cardiaque et de maladies cardiaques associées. Après, les autres facteurs de risque que vous connaissez, c'est le stress. Bon, le stress, c'est un problème quelquefois personnel, mais qui peut être bien combattu par l'activité physique régulière, comme on en a discuté et débattu aujourd'hui. Ensuite, le contrôle des autres facteurs de risque, c'est essentiellement la prise de poids qu'il faut éviter, mais ça je vous l'avais dit au départ. Donc ça, c'est donc les grands principes de prévention des maladies cardiaques. Après, il y a la possibilité aussi, dans un deuxième temps, si quelqu'un a développé une maladie cardiovasculaire, c'est d'avoir une prévention dite secondaire, c'est-à-dire la même chose, c'est activité physique, hygiène de vie, contrôle de la masse musculaire, qui font que globalement les gens ont un mode d'extraction de l'oxygène qui est maintenu. Et ça c'est capital, y compris sur des gens qui ont présenté des maladies cardiaques comme l'infarctus et même l'insuffisance cardiaque. L'activité physique améliore les patients qui sont traités pour une insuffisance cardiaque chronique, car il faut bien savoir que l'insuffisance cardiaque c'est une maladie chronique. Or si on veut diminuer l'importance des maladies chroniques, eh bien, il faut aider ces gens-là non seulement avec un traitement médicamenteux qui est quelquefois assez lourd, mais surtout avec l'activité physique, ça fait partie du traitement. On peut considérer finalement que l'activité physique naturelle, c'est déjà un mode de traitement qui vient améliorer les gens qui sont atteints de maladies du cœur. Alors quand on parle de malbouffe, on voit aujourd'hui de la restauration rapide, c'est un facteur de risque par rapport à ce que nous vivions dans la nouvelle société? Moi je pense que déjà dans ce qu'on pourrait dire la malbouffe, il y a sûrement une alimentation qui est trop salée. Actuellement, dans la génération des 20 et 30 ans, ils rajoutent du sel spontanément parce qu'ils ont très tôt mangé des alimentations trop salées parce que préparées de façon industrielle, type toute alimentation rapide que vous connaissez. Et ça, globalement, s'ils comprennent la nécessité de diminuer la charge en sel de l'alimentation, d'ailleurs même les grandes sociétés qui fabriquent de l'alimentaire font des publicités pour les diminutions de la charge en sel dans l'alimentation, comme quoi parce que la charge en sel trop lourde est un facteur de risque cardiovasculaire sur le plan des artères et de l'hypertension artérielle. Donc se bien nourrir, c'est déjà, comme l'activité physique, c'est se bien se protéger dans l'avenir pour les maladies cardiovasculaires, éviter la prise de poids et éviter le risque de syndrome métabolique qui associe des troubles de nutrition sur le sucre, sur la surcharge pondérale et sur l'absence d'activité physique. Voilà. Merci à vous, professeur. Je vous en prie, monsieur. Merci à vous. Vous êtes bien entendu cancérologue, hein. On vient de terminer la table ronde. Donnez-nous quelques explications par rapport aux facteurs de risque liés à la nourriture, liés aussi à cette société actuelle qui demande qu'on soit souvent sédentaire. Alors, donnez-nous quelques éléments pour éviter le cancer. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de recette. La première recette, la base, c'est pas de tabac. Ça, c'est vraiment la base fondamentale. Deuxièmement, c'est modification des modes alimentaires. Tout ce qui va vous apporter trop d'insuline, ce qui va vous apporter trop d'estrogène et trop d'hormones des tissus graisseux. Au niveau de l'insuline, quel est l'élément qui apporte l'insuline? L'insuline, c'est tous les sucres d'absorption rapide. C'est tout ce qui est, toutes les sucreries. Sucre lent, c'est très bon, mais tout ce qui va être sucrerie, tous les petits gâteaux, tout ce qu'on mange dans nos poches avec les petits bonbons, c'est un drame. L'alimentation nord-américaine, avec une alimentation riche en graisse, est un drame pour tout ce qui est insuline, mais aussi hormones des tissus graisseux et aussi estrogène. Donc une alimentation qui soit basée sur des fruits et des légumes, une alimentation avec pas plus de 300 grammes de viande rouge par semaine, une alimentation avec des sucres lents, surtout pas de sucre d'absorption rapide, c'est vraiment le soin qu'il faut faire. C'est des choses toutes simples, qui sont accessibles à tout le monde, qui coûtent pas cher et qui évitent plein d'embêtements. Et vous rajoutez à ça une demi-heure de marche tous les jours, voire 1 heure de sport 3 fois par semaine suffisamment intense, et vous avez une recette pour éviter d'être patient des cardiologues, patient des diabétologues, vous limitez les problèmes d'Alzheimer et vous limitez les problèmes de cancérologie. Donc surtout, vous en privez pas. Alors quand vous parlez de l'activité, on va terminer avec ça, de 40 minutes chaque jour, intense ou bien soutenue? Soutenue. En fait, il faut que vous ayez une activité physique qui soit ressentie le lendemain. Il faut que le lendemain, vous ayez quelques courbatures et un peu de fatigue. Il n'y a pas de niveau absolu. On ne peut pas travailler pour un patient en disant voilà, c'est tant d'activité, mais une activité qui le lendemain matin fait que vous ayez mal aux cuisses, mal aux abdominaux et vous sentiez bien, c'est la bonne intensité. Merci à vous, bon appétit. J'en prie. Merci à vous. Et mangez bien aussi. Oh, je ne vais pas manger là.